Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous accueillons Thibaut Guignard, maire de Pleuc-les-Hermitages, conseiller départemental sortant, candidat de droite et indépendant aux élections départementales dans le canton de Plaintel, dans les Côtes-d'Armor. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Merci à vous de votre invitation. Alors Thibaut Guignard, on a beaucoup parlé ces temps derniers des régionales, on en parle encore et on va encore en parler jusqu'à dimanche. Mais il faut aussi parler des élections départementales qu'on a un petit peu oubliées dans toute cette agitation, allais-je dire. Est-ce que vous trouvez, c'est la question que je vais vous poser d'entrée, dommage que les deux élections aient eu lieu ensemble? On a l'impression que les régionales éclipsent un peu les départementales. Je ne pense pas. L'avantage d'avoir deux scrutins le même jour, c'est aussi d'essayer de mobiliser. Et vous avez vu, pour autant, nous n'avons pas réussi à mobiliser. Donc le fait que les élections aient lieu toutes les deux le même jour, je ne pense pas que ce soit un handicap. Il y a sans doute, par contre, une habitude à voter au printemps. Et une élection au mois de juin, ce n'est pas habituel. Les Français sont habitués à un rythme d'élection au mois de mars. Et je pense qu'il faut se poser cette question-là. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'étais plutôt favorable au report des élections en mars 2022 pour laisser passer la pandémie et reprendre un cycle parce que notre année est rythmée par des rendez-vous, par des habitudes et les élections du mois de mars en font partie. Alors justement, il y aura aussi le Tour de France, on en parlera à la fin, qui va venir s'inviter dans ces élections, dans ce second tour en tout cas. On a vu un taux d'abstention, vous y faisiez allusion, Thibaut Guignard, taux d'abstention qui avoisine les 66,1%. On parle de 33 millions d'électeurs inscrits qui ne se sont pas rendus aux urnes. Est-ce que là, il y a urgence pour la démocratie ? Il y a urgence pour la démocratie, il y a urgence à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que j'entendais que les Français n'étaient pas intéressés par les élections. Pourtant, les médias, je pense à la presse quotidienne régionale, aux radios, aux télévisions, ont fait un effort particulier cette année pour expliquer les compétences du département, pour expliquer les compétences de la région. On nous dit aussi que les Français ont du mal à toucher ce que sont les compétences justement du conseil départemental et de la région, alors même que ce sont des collectivités du quotidien. Les lycéens sont transportés par le conseil régional, les collégiens sont accueillis dans les collèges gérés par le conseil départemental, les solidarités sont gérées également au quotidien par le conseil départemental. Donc il faut que l'on recherche les vraies causes de ce désintérêt. J'entendais aussi que c'était parce que l'offre politique n'était pas suffisante. On a eu 13 listes aux élections régionales et je pense que chacun pouvait y trouver son goût dans les différentes listes. Alors peut-être qu'il y a des pratiques, des habitudes et une approche de la politique qu'il faut changer, mais je pense qu'il va vraiment falloir se poser les bonnes questions. Alors il y a les jeunes, à 84% les jeunes ne sont pas venus aux urnes. Voilà, alors il faut dire qu'on était dans la phase de déconfinement, qu'on était hier avec la fête de la musique qui se préparait déjà depuis quelques jours. Est-ce que là aussi il va falloir remobiliser pour amener les jeunes à venir voter, à prendre part à la démocratie? Il faut expliquer effectivement aux jeunes que voter c'est un acte citoyen, c'est un droit qui a été durement acquis, que beaucoup de pays au monde nous envient, ou en tout cas de citoyens dans ces pays nous envient. Il faut leur expliquer aussi que contrairement à ce qu'on dit, la gauche et la droite ce n'est pas la même chose, qu'il y a des différences fondamentales sur les valeurs, sur le projet de société, et puis expliquer aussi que c'est, comme je le disais à l'instant, le quotidien, et que donc on vote pour choisir son représentant, pour choisir les décisions qui vont être prises au plus près de chez soi dimanche prochain, et donc que ces élections sont importantes. Et surtout un représentant qui est accessible, hein. On peut aller voir son conseiller, alors on dit régional jadis, départemental aujourd'hui. Est-ce que là aussi il y a eu des questions qui ont été posées? Alors d'ailleurs dans les deux élections, que ce soit départementale ou régionale, est-ce qu'à un moment il va falloir revoir le rôle justement de ces conseillers départementaux et ou régionaux et fusionner en une sorte de conseiller territorial? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être
plutôt simplificateur? Moi, j'y suis très favorable, et notamment pour la région Bretagne, qui a tout intérêt à avoir une collectivité unique en Bretagne, qui aurait les compétences du conseil régional, des conseils départementaux, peut-être aussi certaines compétences de l'État. Je pense notamment aux routes nationales. Cette RN12 qui traverse toute la Bretagne pourrait parfaitement être gérée au niveau régional. Et donc moi, je suis pour la collectivité unique de Bretagne, et ça ne vous étonnerait pas, je serai pour la collectivité européenne de Bretagne. Voilà, européen convaincu que vous êtes, Thibaut Guignard, et justement, je ne l'ai pas dit en vous présentant, mais vous êtes aussi président de Leader France, donc des fonds européens. Thibaut Guignard, vous êtes présenté dans le canton de Plaintel avec Delphine Martin, votre colistière. Quessoyaise. Comme Bretagne 5. Voilà. Et vous avez obtenu 37% des suffrages. Vous allez me corriger si je vous dis une bêtise. Mais c'est encore insuffisant puisque la liste de Vincent Aleno et Nadine Lechelard a obtenu, elle, 46%. Est-ce que la gauche est en train de conquérir le département des Côtes-d'Armor ? Sur le canton de Plaintel, c'était un résultat attendu. C'est-à-dire que nous avions une liste de la gauche unie, de l'extrême gauche jusqu'au Parti socialiste. Et donc, ils ont fait le plein des voix au premier tour. C'est un score qui est totalement attendu. Désormais, nous nous dirigeons vers le deuxième tour. C'est une nouvelle élection. Il va falloir mobiliser les abstentionnistes, mobiliser également ceux qui ont fait un autre choix au premier tour. Et la politique, ce n'est jamais des mathématiques, jamais de l'arithmétique. Donc, moi, je pense que nous pouvons l'emporter dimanche prochain sur le canton de Plaintel, au regard de notre bilan et au regard de notre projet, qui est un projet pensé pour le canton. Alors je disais en commençant, Thibaut Guignard, que vous êtes candidat de droite et indépendant. Alors indépendant, ça prend tout son sens, c'est-à-dire que vous n'êtes plus encarté nulle part. Ça veut dire que nous ne sommes rattachés à aucun groupe politique au conseil départemental, et ça donne une vraie liberté de ton, c'est-à-dire que vous avez des élus qui se perçoivent comme les porte-serviettes d'une majorité politique pour voter de façon disciplinée toutes les délibérations, et puis vous avez celles et ceux comme Delphine et moi-même qui aimons d'abord nous faire entendre, et ça je pense que c'est le rôle des élus, pour dire lorsqu'ils sont d'accord et lorsqu'ils ne le sont pas, sans être effectivement totalement disciplinés derrière une majorité politique. Alors on parlait tout à l'heure de l'abstention et du manque de clarté parfois dans ces deux élections. On va grouper pour le coup régional et départemental. Est-ce qu'il y a aussi un manque de clarté politique aujourd'hui plus largement, qui est de droite, qui est de gauche, qui est d'extrême gauche? Enfin, on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Est-ce que les électeurs, eux aussi, ont un petit peu de mal à s'y retrouver, que finalement, bien, ça les éloigne des urnes? En tout cas, nous, notre positionnement, il est clair. Il est un positionnement de droite républicaine, pro-européenne, sociale, qui s'intègre dans ce qu'on appelle une démarche d'alliance entre la droite républicaine et le centre droit. Face à nous, il y a un binôme ou une quadrette, puisque nous avons également deux suppléants, qui associent des sensibilités de gauche très différentes et des sensibilités de gauche qui, me semble-t-il, pour certaines, sont dangereuses. Par exemple, quand on voit le programme d'Europe Écologie Les Verts pour l'agriculture bretonne, alors moi je m'inquiète pour notre agriculture, pour les emplois de l'industrie agroalimentaire et pour l'avenir de notre territoire. Donc il faut savoir dire avec qui on travaille, et quand on a une alliance aussi large que celle de nos concurrents, il faut savoir faire le grand écart. Nous, en tout cas, on est dans notre couloir, on reste fidèles à nos valeurs et à notre positionnement, qui ne sont pas d'ailleurs forcément que des valeurs politiques. Nos valeurs, c'est l'attachement au canton et la proximité. Vous ne trouverez personne dans le canton de Plaintel qui dira qu'il n'a pas été reçu et accompagné par Delphine Martin et Thibaut Guignard pour une question politique. Nous avons été ouverts à toutes et tous pendant ces 6 ans. Alors Thibaut Guignard, il y a aussi la montée de l'extrême droite, du Rassemblement National, qui a fait très peur. Finalement, on a vu des sondages, comme quoi les sondages peuvent se tromper, mais on a vu des sondages qui portaient, par exemple, à la région, M. Penel à 20%. On a vu une percée quand même en Bretagne, en particulier dans le Morbihan, du Rassemblement National. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interrogé, vous, qui êtes de droite? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, la droite perd un peu d'adhérence au profit du Rassemblement National? Alors
D'abord, effectivement, comme vous l'avez dit, le score du Rassemblement national a été particulièrement bas par rapport à ce qu'il y avait eu la dernière fois et ce qui avait été annoncé. Ça veut dire qu'en fait, les électeurs du Front National se répartissent en deux parties. Des gens qui adhèrent aux positions du Front National et de Madame Le Pen, et des gens qui votent Front National pour exprimer un désarroi, des inquiétudes ou un ras-le-bol. Et il y a sans doute une partie de ces électeurs qui ont exprimé ce ras-le-bol par l'abstention. Et donc tout l'enjeu, c'est de leur expliquer que c'est nous qui avons les solutions à un certain nombre des questions qu'ils posent. Moi, je n'ai rien contre les gens qui ont pu se tourner à un moment ou à un autre vers le Front National, mais je me battrai toujours contre l'idéologie qui est portée par Madame Le Pen et ses représentants. Alors, les sondages ont menti, hein, Thibault Guignard, mais voilà, il y a quand même un paysage breton très morcelé. Vous parliez des inquiétudes tout à l'heure, vous parliez de l'agroalimentaire. Alors, on le voit, hein, les Verts ont fait une percée un petit peu partout en Bretagne, y compris ici dans les Côtes-d'Armor. Vous êtes inquiet? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec les Verts? Le problème des Verts, c'est qu'ils ont une approche de l'écologie qui est dogmatique. Nous avons une approche de l'écologie qui est concrète, et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris la nécessité, non pas d'avoir une transition écologique, comme disent certains, mais d'avoir un virage écologique. Parce que c'est une urgence. On le voit sur nos côtes, on le voit dans les terres, on le voit dans les bassins industriels. Le virage écologique est une urgence. Mais cette écologie, elle doit se faire en prenant en compte deux autres aspects très importants. Le développement économique. On ne peut pas tuer l'économie d'une région, ou alors on va se retrouver comme les Hauts-de-France après la fermeture des mines. On ne peut pas non plus parler d'écologie sans parler de développement social. Et donc, moi, j'en reviens aux bases mêmes du développement durable. C'est assez basique, mais tout le monde peut le comprendre. C'est écologie, développement économique, développement social. Et on avance à un rythme raisonnable pour prendre ce virage sans pour autant tout casser et tout renverser. On va quand même pas casser le développement économique de la Bretagne que nos parents, nos grands-parents ont mis 50 ans à construire. En fait, il faut changer les pratiques, mais y aller tranquillement, si vous me permettez. Et puis, il faut le faire dans tous les domaines, c'est-à-dire changer les pratiques. Ça fait 40 ans qu'on le dit aux agriculteurs et ils l'ont fait. On le voit aujourd'hui sur la qualité des eaux de surface, on le voit aujourd'hui sur la quantité des pesticides utilisés. Les agriculteurs ont opté pour une agriculture raisonnée. Certains sont allés plus loin vers le bio et c'est tant mieux. Il faut tendre vers un zéro utilisation de produits d'origine chimique, mais pour autant on ne peut pas le faire du jour au lendemain parce que la plante peut être malade. Il faut donc lui apporter un médicament comme on le fait pour nos enfants, comme on le fait pour nous quand on est malade. C'est exactement pareil pour les plantes et pour les animaux, et donc il faut le faire de façon raisonnée. Mais tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit s'y mettre. Aujourd'hui, la totalité des stations d'épuration en Bretagne, des déjections humaines ne sont pas aux normes. Il y a encore un certain nombre de comportements avec des produits en plastique jetables, etc., qu'il faut arrêter. Donc, oui à l'écologie, mais l'écologie par toutes et tous, pas uniquement l'écologie par une profession qui serait stigmatisée. Et l'écologie, est-ce qu'il faut la dépolitiser, si vous me permettez le terme? Tout à fait. L'écologie n'a surtout pas besoin d'un parti politique. L'écologie a besoin que tous les partis politiques s'en saisissent, que tous les candidats s'en saisissent. Alors, on parlait de l'agriculture, Thibault Guignard, c'est quelque chose qui est important dans les cantons comme le vôtre, cantons ruraux. Surtout pour l'agriculteur que je suis. Et pour l'agriculteur que vous êtes, bien entendu. Il faut accompagner les agriculteurs. Aujourd'hui, je pense que tous les partis politiques sont d'accord pour le dire. Dans cette transition, il y a une grande détresse dans l'agriculture. Est-ce que le département peut être un des pivots, justement, de cet accompagnement? Alors là, je pense qu'aussi, il faut être assez clair. C'est-à-dire que la compétence développement économique agriculture, c'est la région. Donc, ne marchons pas sur les plates-bandes des autres. Le département intervient pour les agriculteurs via le laboratoire départemental d'analyse, qui est déjà un gros morceau en termes de budget et qui apporte justement un appui scientifique très utile pour l'agriculture au quotidien. Le département vient en aide aussi
par sa compétence solidarité aux agriculteurs qui sont en grande difficulté. Mais pour autant, aujourd'hui, le développement agricole, c'est la région, avec ses propres crédits, mais surtout les crédits européens de la PAC qu'elle gère. Donc ne marchons pas sur les plates-bandes des autres. Ça n'empêche pas de donner son point de vue, de dire ce que l'on souhaiterait, de discuter avec les conseillers régionaux, de discuter avec le président du conseil régional. Mais par rapport à la nécessité de clarification dont on a parlé tout à l'heure, je pense aussi qu'il faut que chacun reste sur ses compétences. Alors, l'agriculture, un sujet important en Bretagne, et l'environnement, bien entendu. Les territoires, hein, c'est arrivé beaucoup dans ces deux campagnes, que ce soit la campagne des régionales ou la campagne des départementales. On voit aujourd'hui qu'il y a une grande appétence pour le train. Je sais que vous êtes engagé aussi pour la réouverture de cette ligne entre Saint-Brieuc et Auray, voilà, et via Pontivy, on ne va pas oublier la gare de Pontivy. Et celle de Pleuc-l'Hermitage et celle de Loudéac. Et celle de Pleuc-l'Hermitage et de Loudéac, bien entendu. On pourrait toutes les faire, il y en a quelques-unes, elles sont très jolies. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, le département peut peser, même si on sait que la compétence des transports, c'est la région, mais est-ce que le département peut peser aussi pour faire en sorte que ces axes utiles puissent être réouverts, puissent être utilisés? Oui, parce que c'est une question d'aménagement du territoire. Et lorsque je dis qu'il faut une clarification dans les compétences, ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser des sujets. Ça veut dire qu'il faut les faire monter avec les intercommunalités qui ont aussi la compétence transport et porter ce dossier auprès du conseil régional. Donc clarification ne veut pas dire désintérêt. C'est juste de bien rester dans ses compétences en termes d'exercice, mais après, les élus locaux que nous sommes, conseillers départementaux, conseillers régionaux, ont toute l'attitude pour réfléchir, s'exprimer, prendre des positions sur l'ensemble des sujets qui concernent leur territoire, évidemment. Voilà, et dont la réouverture de la ligne de chemin de fer. Il y a aussi ce grand débat autour des éoliennes aujourd'hui. Alors on ne va pas rentrer dans la polémique, mais simplement on voit qu'il y a une réticence pour l'installation des éoliennes sur terre, et plus encore, on l'a vu ces derniers temps, en mer. Est-ce que là aussi, il va falloir faire montre d'une grande concertation sur les territoires? Est-ce que l'élu que vous êtes peut aussi être, allez, je veux dire, une sorte de médiateur? Je pense qu'effectivement, les élus doivent s'assurer que la médiation soit menée, mais rappelons que le dossier des éoliennes offshore a été mené par l'État et par la société retenue pour installer ce parc. Moi, à titre personnel, j'y suis formellement opposé depuis le départ. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut installer des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, visibles depuis la côte, à proximité du gisement de Coquille-Saint-Jacques, à proximité d'une zone Natura 2000. Moi, je suis favorable à l'éolien offshore, flottant, pour ne pas gréver ad vitam aeternam les fonds sous-marins. Offshore flottant, et dans des zones où on ne vienne pas déstabiliser un écosystème particulier, et celui de la baie de Saint-Brieuc est particulier. On nous l'explique à longueur de journée et avec des justifications sur la migration des oiseaux, sur la coquille Saint-Jacques, j'en parlais, sur la reproduction des araignées, etc. Et on vient installer là des éoliennes offshore qui, plus est, seront visibles depuis la côte, alors même qu'on nous explique qu'il faut limiter la pollution lumineuse à terre, les enseignes, l'éclairage public la nuit, etc. On va aller rajouter près de 80 points rouges dans la nuit sur la mer. Je suis pas sûr que ce soit on parlait d'écologie tout à l'heure, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour favoriser la migration de tous les oiseaux qui viennent se poser en baie de Saint-Brieuc. Et il y a aussi cette pollution depuis Fort-la-Latte. On verra désormais des éoliennes depuis Fort-la-Latte. Mais depuis la pointe du Roselier également, on verra les éoliennes partant clair la nuit clignoter avec une pollution visuelle qui sera bien autre chose que l'enseigne du commerçant du bourg à qui on demande de diminuer la luminosité. Alors justement, comment faire pour garantir une indépendance énergétique? Alors là, c'est peut-être plus sur un sujet régional, mais ça nous concerne aussi dans les Côtes-d'Armor. On sait que la Bretagne n'est pas indépendante en termes d'énergie. Alors comment réaliser l'équation? Moins d'éoliennes, mais toujours une demande croissante d'énergie. Moins d'éoliennes ou des éoliennes situées à des endroits pertinents, voilà. Et notamment l'offshore. Mais il y a aussi plein d'autres énergies, l'énergie des rivières, l'énergie des marais, l'éolien terrestre lorsqu'il est bien pensé. Moi, je suis
favorable à un mix énergétique. Il faut aussi développer le photovoltaïque. On peut imaginer que chacune des maisons produise sa consommation grâce aux toitures. On a aussi des surfaces extraordinaires de bâtiments industriels, de bâtiments publics, de bâtiments agricoles qui ne sont pas couverts en photovoltaïque. Mais finalement, il faut savoir ce que l'on veut, parce qu'aujourd'hui, le Conseil régional et l'État arrêtent l'aide à l'installation de la méthanisation agricole. C'est pas forcément très simple d'équilibrer financièrement un projet de photovoltaïque, même pour une collectivité. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer à subventionner des groupes étrangers en installant des éoliennes en baie de Saint-Brieuc, ou est-ce qu'on veut subventionner les habitants, les agriculteurs, les artisans qui ont un hangar pour installer du photovoltaïque, par exemple? Mais je pense que pour un bon moment encore, ce mix énergétique reposera quand même sur l'énergie décarbonée qu'est l'énergie nucléaire. Alors on entend beaucoup aussi aujourd'hui les habitants des Côtes-d'Armor et plus largement les Bretons qui disent oui, il y a beaucoup d'argent finalement dans les caisses. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, vous allez pouvoir nous le dire, mais si on enlève ce petit côté un peu trivial, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas temps de réfléchir les aides dans tous les domaines? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il va falloir remettre un peu tout à plat et dire voilà, on va choisir l'avenir et puis flécher ces aides publiques? Aujourd'hui, on est dans un moment particulier, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'argent sur la table dans le cadre du plan de relance. Et à mon avis, le plan de relance doit passer par tous les domaines d'action. Donc effectivement, il est sans doute nécessaire en temps normal de resserrer, de prioriser, d'avoir des vraies priorités publiques, de savoir où l'on va, mais ça c'est le projet politique. Et ensuite, les choses se déclinent. Mais aujourd'hui, on est dans une situation particulière où effectivement, on peut avoir le sentiment qu'il y a de l'argent sur la table. Il y en a, sauf que c'est de l'argent emprunté, donc il faudra le rembourser via la France ou via l'Union européenne. Donc c'est nous et nos enfants qui paieront cet argent. Pour autant, il est disponible pour relancer l'économie et je pense qu'elle en a bien besoin. Alors l'économie a bien résisté en Bretagne, elle a bien résisté en Côtes-d'Armor, mais néanmoins on a vu la précarité qui s'est installée, en particulier là encore chez les jeunes. On pense aux étudiants qui ont connu une période difficile avec la pandémie. C'est de la compétence du département. Est-ce que là aussi les efforts vont encore devoir durer quelques temps, voire quelques années? Bien évidemment, et le département, les départements, là pour le coup, quelle que soit leur situation géographique, situation économique et gestion politique, les départements sont au rendez-vous des solidarités. Vous disiez que l'économie a mieux tenu face à la crise en Bretagne, c'est justement grâce à l'agroalimentaire. On s'est rendu compte que manger était un des besoins primaires, et puis ça a aussi attiré l'attention sur le fait que tous les salariés de l'agroalimentaire, tous les salariés des exploitations agricoles étaient parmi les professions prioritaires pour faire tenir l'économie et pour nourrir les Français et les Françaises. Et j'aimerais qu'on puisse se poser pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de travail, revaloriser les salaires de toutes ces professions qui sont allées au travail tous les matins pendant que nous étions confinés. Le confinement, ça a été un effort pour les Français pour stopper la pandémie, mais n'oublions pas que tout le monde n'a pas été confiné. Il y a des gens qui sont allés au boulot avec la peur au ventre au départ parce qu'on ne savait pas où était le virus, on ne savait pas comment il se comportait, qui sont allés au boulot pour faire tourner les usines, tourner les exploitations agricoles, tourner nos hôpitaux bien évidemment. Et toutes ces professions, il faut absolument qu'on puisse revaloriser et leurs conditions de travail et leurs revenus. Voilà, donc la solidarité, là encore. Il y a aussi les territoires, j'y reviens, on en parlait tout à l'heure des territoires ruraux, on a parlé de la ligne de chemin de fer, mais il y a aussi une appétence pour la Bretagne, une appétence pour les Côtes-d'Armor, même pour ces zones des Côtes-d'Armor que l'on disait un petit peu délaissées depuis quelques années où les maisons avaient du mal à se vendre. Mais voilà, les métropolitains sont arrivés, se mettre un petit peu, permettez-moi le terme, au vert, quitter un peu les grandes villes et essayer de fuir aussi le virus et aussi travailler à la campagne. Est-ce qu'il va falloir repenser ces nouvelles vies qui arrivent, ces nouvelles vies des villages? On pense à Callac par exemple, en centre-Bretagne. Mais c'est une très bonne nouvelle pour nos villages et nos communes. Reste à proposer à ces nouveaux travailleurs qui pour la plupart travaillent à distance une couverture haut débit satisfaisante, un cadençage des trains qui les permettent de se relier rapidement à Paris et au reste de l'Europe, parce que nous avons aussi des gens qui viennent travailler dans nos campagnes mais
qui sont une fois par semaine à Varsovie, à Prague ou à Bucarest. Donc il faut leur permettre de se relier au reste du monde, et puis il faut gérer l'intégration de ces nouveaux habitants qui sont souvent pleins de bonne volonté pour s'intégrer dans la commune, mais qui parfois doivent apprendre quelques codes de la vie en campagne, on va dire. Voilà, on entend le coq, on entend les cloches aussi en campagne. Voilà, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est important aussi. Mais la nuit, on n'entend pas les voitures, on n'entend pas les rixes de mobylettes, donc ça a aussi des avantages. Voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages. Justement, comment réconcilier aussi les campagnes et la ville? Ça a été de grandes questions, de grands débats sur le premier tour de ces élections, y compris élections départementales. Alors, nous, on a des villes moyennes, hein, on pense à Saint-Brieuc, on pense à Lannion, mais comment arriver à réconcilier la campagne et la ville? J'ai l'impression qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes, mais je pense qu'il faut prendre en considération les spécificités de la campagne, qui n'est pas uniquement un lieu pour passer ses week-ends et ses vacances ou aller acheter des fruits le week-end. C'est aussi un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu de culture, de dynamique associative, de lien social. Et donc, il faut qu'on ait des politiques en direction des ruralités qui soient des politiques adaptées. Et puis, il faut aussi que nos ruraux comprennent aussi ce qu'est la ville. Et nous avons aussi des villes qui se portent bien, des villes où il fait bon vivre. C'est un autre mode de vie. C'est un mode de vie en appartement, sans jardin, mais à proximité de la vie culturelle, des centres-villes, des gares, etc. Et je pense qu'il faut que ces deux populations échangent, se comprennent, mais je pense que les ruraux sont aussi parfois heureux d'aller boire un verre place Sainte-Anne à Rennes, d'aller se balader sur les quais à Bordeaux ou de visiter Toulouse. Donc il faut juste que les gens apprennent à se comprendre, à respecter les choix de vie des uns et des autres, et à ne pas se regarder avec un peu de défiance. Alors, deux mots très rapidement, il nous reste 2 petites minutes. Thibaut Guignard, on a vu aussi la sécurité s'inviter dans cette campagne électorale. Elle n'est pas finalement du ressort ni du département ni de la région, en tout cas pas directement. Est-ce que les gens ont besoin d'avoir de la sécurité? Est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité aujourd'hui? Il y a un sentiment d'insécurité parce que même dans nos campagnes, on est dérangé par des petites incivilités, par des choses plus graves comme des agressions, comme des cambriolages. Ça se multiplie. Or, nos gendarmes ne sont plus sur le terrain, et ce n'est pas de leur faute, hein, bien évidemment, c'est de la faute de l'organisation. Aujourd'hui, moi j'ai eu par exemple un souci dans ma commune ce week-end, à Pleuc-l'Hermitage. On m'a envoyé les gendarmes de Châtellerault, alors même que nous avons une brigade à Pleuc, à Moncontour, à Plougna, et donc les gendarmes venaient de Châtellerault, et il paraît que c'est une nouvelle organisation qui doit rendre plus efficace. Donc on manque, je pense, de gendarmes. Dans les casernes où il y a des gendarmes, parfois il y a moins de véhicules, en tout cas moins de place dans les véhicules que de gendarmes, donc les gendarmes ne sont pas forcément en mesure de se déplacer, et en plus l'organisation fait qu'on vous envoie des gendarmes aux 4 coins du département, alors même qu'on a un maillage assez dense de casernes de gendarmerie. Donc je pense que la sécurité doit être une priorité. Le gouvernement a annoncé des postes supplémentaires de policiers et de gendarmes. Pour l'instant, nous, on ne les voit pas. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Thibaut Guignard, parce que l'heure, c'est l'heure, comme l'on dit. Merci infiniment d'être venu avec nous. Merci à vous. Juste un petit mot sur le Tour de France. Je suis sûr que vous allez suivre ça de près. Effectivement, je vais le suivre de près parce que j'aime quand même le rappeler de temps en temps, et notamment cette semaine. Si le Tour de France traverse le canton de Plaintel en passant par Hénon, Saint-Carreuc et Pleuc-l'Hermitage, c'est parce que je suis très immodeste, mais je tiens à le rappeler, je suis intervenu auprès des organisateurs avec d'autres collègues, et je pense notamment à mon ami le maire de Plédran, pour que le Tour de France passe par cette zone rurale entre Perros-Guirec et Murs de Bretagne, et qu'ils viennent aller faire un clin d'œil au site de la Côte des Halles, qui est un haut site de cyclisme en France pour le VTT. Et donc on va pouvoir mélanger les publics entre le vélo de route et le VTT. Voilà, il ne faudra pas oublier d'aller voter néanmoins. Merci beaucoup Thibaut Guignard d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire de Pleuc-l'Hermitage, conseiller départemental. J'ajouterai vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, président de Leader France, et c'est important, candidat de droite et indépendant aux élections départementales dans le canton de Plaintel. Et vous étiez avec nous en direct ce matin. Je vous en remercie. Belle journée. Merci. Bonne journée à toutes et tous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.